Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Tout de suite, voici les titres. Au lendemain d'un 1er mai agité, nous recevrons Jean-Marie Delarue, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il dénonce un recul sans précédent des libertés individuelles au nom de la sécurité. La loi Blanquer, qui vise à réformer l'école, arrive prochainement sur les bancs du Sénat. Le texte a été profondément remanié en commission, ce qui augure de débats animés dans l'hémicycle. On en parlera avec mes invités. Et on débattra aussi en plateau de la création d'un nouveau crime, l'écocide, un crime contre l'environnement que les sénateurs socialistes proposent d'inscrire dans la loi pour mieux punir les actes de pollution volontaire. Et tout au long de cette émission, vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Alexandre Poussard est en salle des conférences pour les réactions sénatoriales à l'actualité et Quentin Calmet est dans l'hémicycle. Et on rejoint justement tout de suite Quentin Calmet, car au lendemain de ces mobilisations du 1er mai, l'épisode autour de l'introduction ou non de manifestants dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière fait débat et le patron du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, vient d'intervenir dans l'hémicycle. Racontez-nous, Quentin. Eh bien, Jérôme, c'est en marge de l'examen d'une proposition de loi sur les mutuelles que le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, a demandé un rappel au règlement pour poser une question à la ministre de la Santé qui se trouve dans l'hémicycle. Il a demandé que s'est-il réellement passé hier à la Pitié-Salpêtrière. Vous avez été très prudente, Madame la ministre. Quelle est la réalité des faits? Et la ministre de la Santé, qui n'était pas obligée de répondre, c'était un rappel au règlement, mais ça ressemblait plus à une question d'actualité. La ministre a tout de même répondu. Je vous propose d'écouter sa réponse. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a une enquête en cours puisqu'il y a un dépôt de plainte par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et peut-être pour être vraiment clair avec vous, je pense qu'il y a eu différents temps. C'est-à-dire un temps à l'entrée de l'hôpital, au niveau des grilles, puis un temps sur une passerelle qui menait à une réanimation. Et donc je pense que l'enquête clarifiera les responsabilités, la volonté d'agression ou pas, en fonction de ces différents moments. Je n'irai pas plus loin puisque l'enquête est en cours. Du 1er mai a donc été marqué par des affrontements entre policiers et certains manifestants qui ont quelque peu éclipsé le traditionnel défilé syndical. Résumé des faits par Michael Spitzberg. Le pire n'a pas eu lieu, mais la manifestation parisienne du 1er mai s'est déroulée sous haute tension. Entre 30 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur et 80 000 personnes selon la CGT ont participé au traditionnel défilé du 1er mai dans les rues de Paris, entre Montparnasse et la place d'Italie. Une manifestation inédite en plein mouvement des Gilets jaunes. Ce qui est nouveau cette année, c'est la jonction entre le mouvement ouvrier traditionnel, syndical, et le mouvement spontané, insurrectionnel des Gilets jaunes. Une journée placée sous haute surveillance par le gouvernement. Rien qu'à Paris, 7400 policiers ont été mobilisés pour faire face à la menace des Black Blocs et des Ultra jaunes qui avaient appelé à faire de Paris la capitale de l'émeute. Résultat, avant même que le cortège ne s'élance officiellement, des heurts ont éclaté et émaillé toute la manifestation avec une tentative d'intrusion de quelques éléments dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Si pour le ministre de l'Intérieur ce 1er mai a été volé par la violence de quelques-uns, le gouvernement en porte l'entière responsabilité selon Marine Le Pen. La première des choses qui devait être faite, c'est la décision de dissolution de ces groupuscules. Le gouvernement ne veut pas le faire. On a fini par comprendre qu'en réalité, il en tirait un bénéfice. Le bilan de ce 1er mai, des dizaines de blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre, 330 interpellations et 210 gardes à vue. Et pour prolonger ce sujet, on rejoint Alexandre Poussard dans la salle des conférences du Sénat. Vous êtes avec Philippe Dallier, sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis. Philippe Dallier, est-ce que vous estimez que le gouvernement a géré de manière satisfaisante hier le maintien de l'ordre des manifestations du 1er mai ? Écoutez, à l'évidence, on a limité la casse. Effectivement, je crois que les forces de l'ordre ont été beaucoup plus efficaces que ce qu'on a pu constater, notamment au mois de décembre, où on avait connu le pire. Donc le changement de, je ne sais pas si on dit changement de doctrine, mais en tous les cas, le changement de méthode a effectivement donné des résultats et c'est heureux.
C'est le succès de la loi anti-casseurs qui est entrée en vigueur, même censurée par le Conseil constitutionnel. Je pense qu'il y a probablement de tout dans ce résultat, qui est un résultat satisfaisant. Effectivement, je le disais, un changement de méthode, le fait d'aller plus directement au contact et d'aller chercher ceux qui, d'abord, dans les gares et effectivement à l'entrée des zones de manifestation, le fait de contrôler ce que transportent les uns et les autres, le fait effectivement maintenant que la loi ait renforcé les moyens dont dispose la police et l'organisation des forces de l'ordre, manifestement ça a donné des résultats et c'est tant mieux. Alors dans ce contexte de violence quand même dans les manifestations, est-ce que vous êtes favorable au fait de durcir encore cette loi anti-casseurs en déposant un nouveau texte sur l'interdiction administrative de manifester? Écoutez, nous verrons, je pense que c'est un sujet qui demande réflexion, mais force nous est de constater qu'effectivement nous sommes confrontés à des éléments toujours plus violents. Je peux comprendre que certains effectivement soulèvent des problèmes liés à la liberté publique de manifester, mais il faut aussi constater que certains, et notamment les Black Blocs, viennent ici pour casser effectivement des policiers, pour casser les vitrines, pour piller, pour mettre un peu à feu et à sang la société qu'ils exècrent. Et donc je pense qu'il faut que la société dispose des moyens d'y faire face. Alors parlons de l'aspect syndical de cette manifestation hier. Certains estiment que les syndicats ont été dépossédés de leur fête du travail du 1er mai par les Gilets jaunes, par les Black Blocs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les syndicats sont hors jeu? Mais moi je peux comprendre qu'effectivement ils regrettent que la manifestation se soit passée dans des conditions beaucoup plus dures qu'un 1er mai traditionnel. Et je comprends que les syndicats auraient eu envie de défiler. Mais je pense que tout le monde doit faire son autocritique. Quand j'entends certains à l'extrême gauche, du côté de la France insoumise, appeler à cette espèce de convergence des luttes qui conduit effectivement des éléments les plus violents à se mêler à des cortèges qui sont des cortèges traditionnels et pacifiques et qui revendiquent conformément à ce que la loi permet de faire. Je comprends que les syndicalistes le regrettent, mais il faut aussi qu'ils fassent le ménage et qu'à gauche, et notamment à l'extrême gauche, on sache montrer qui est responsable de quoi et qui appelle à quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que les syndicats sont de moins en moins influents aujourd'hui en France et qui est responsable? Le taux de syndicalisation dans ce pays a toujours été extrêmement faible et je n'ai pas le sentiment effectivement qu'ils aient inversé la tendance. Mais là aussi, je pense qu'il faut qu'ils s'interrogent sur le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que les Français... Il y a une désaffection vis-à-vis des partis politiques, hein, c'est clair, mais il y a aussi une grande désaffection vis-à-vis du monde syndical. C'est regrettable pour ce gouvernement comme pour tous les gouvernements, parce qu'il vaut mieux avoir effectivement des mouvements syndicaux puissants avec qui on puisse discuter. Quand on a une crise comme celle des Gilets jaunes, on voit bien qu'on n'a plus d'interlocuteurs et ça pose des problèmes. Mais je pense que là aussi, les syndicalistes doivent faire leur autocritique. Et est-ce que vous croyez dans la volonté du gouvernement de gouverner davantage avec les syndicats, avec les corps intermédiaires et les élus? Écoutez, ça serait un revirement à 180 degrés, puisque beaucoup des décisions de ce gouvernement depuis 18 mois vont à l'encontre de ce qu'est le paritarisme. On l'a encore vu sur l'assurance chômage, il y a beaucoup de sujets sur lesquels les syndicats sont mis de côté et je pense que le gouvernement se trompe. Très bien. Merci beaucoup Philippe Dallier d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre Poussard. Vous venez de l'évoquer. Quelle place pour les syndicats dont le message est quelque peu brouillé, coincés entre Gilets jaunes et Black Bloc, délaissés par le gouvernement? Ils tentent de démontrer leur utilité et leur force. Marie Brémaud. Un service d'ordre débordé, le leader de la CGT évacué du cortège. Agression par des Black Blocs ou répression policière, les versions divergent. Toujours est-il qu'en ce 1er mai, les syndicats qui défilaient en ordre dispersé ont pu apparaître dépassés par des mouvements qui leur échappent. Mais Philippe Martinez se félicite avant tout de la forte mobilisation. C'est un excellent 1er mai parce que le 1er mai, c'est pas la fête des syndicats, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Et donc quand il y a beaucoup de monde dans la rue, c'est un succès pour ceux qui sont descendus dans la rue. Du monde dans la rue, certes, entre 150 000 et 300 000 personnes dans toute la France, selon les sources, mais moins de banderoles de syndicats dans les défilés, des Black Blocs aussi et surtout des Gilets jaunes. Dans le cortège parisien, on veut croire à la convergence des luttes. Les syndicats et Gilets jaunes, en général, c'est le même combat. Mais là, c'est plutôt les citoyens qui disent stop. Mais nous, on le dit, ça fait des années. À part que le gouvernement ne nous écoute pas. Des syndicats pas écoutés, pas entendus, comme un aveu d'impuissance. Alors qu'en quelques mois et après de nombreux samedis de manifestations, les Gilets jaunes ont réussi à faire plier le gouvernement. Résultat, plusieurs mesures chiffrées entre 17 et 20 milliards d'euros. Un message envoyé risqué pour le gouvernement, à croire qu'il vaut mieux pour être entendu descendre dans la rue que s'asseoir à la table des négociations.
Le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi pour permettre aux Français de se désengager sans frais de leur mutuelle complémentaire santé. Pour en savoir davantage, on rejoint Quentin Calmet dans l'hémicycle. Alors, en quoi ce texte consiste-t-il, Quentin ? Eh bien, Jérôme, ce texte, cette proposition de loi, elle vise à transcrire dans la loi une des propositions, une des annonces d'Emmanuel Macron au mois de décembre, une des annonces qui visait à répondre au tout début du mouvement des Gilets jaunes. Un texte venu de la majorité En Marche de l'Assemblée nationale et très attendu par les associations de consommateurs. Par exemple, UFC Que Choisir explique que permettre la résiliation sans frais de sa complémentaire santé, que l'on soit sous un contrat individuel ou collectif, eh bien cela pourrait générer 1,2 milliard d'euros d'économie pour l'ensemble des assurés et surtout pour les retraités qui payent les cotisations les plus élevées. Une mesure soutenue bien sûr par la ministre qui dit que 94% des Français soutiennent cette proposition. Une résolution qui rappelle la loi Hamon de 2015 qui facilitait l'annulation des contrats d'assurance, Jérôme. Qu'ont fait les sénateurs à majorité de droite et du centre ici au Sénat ? Eh bien, c'est une très bonne question. Il y a un petit rebondissement en séance car, à la base, en commission, les sénateurs avaient vidé de sa substance le texte car, selon la Haute Assemblée, cette proposition de loi pourrait encourager les comportements opportunistes en portant atteinte au mécanisme de solidarité. Elle serait donc contre-productive en induisant une hausse mécanique des frais de gestion et d'acquisition. Écoutez le sénateur socialiste Yves Daudigny. Cette proposition de loi, en réduisant la complémentaire santé à un bien de consommation courante, où la seule question qui vaille est le calcul coût-avantage pour soi-même et rien que pour soi-même, heurte le pilier de notre système de protection sociale, la valeur de solidarité. Elle profitera peut-être à des assurés solvables, plutôt jeunes, actifs, bien portants, à faible risque, dans une logique purement assurantielle. Mais donc nous sommes au cœur d'un rebondissement parlementaire en séance car les sénateurs qui avaient donc vidé de sa substance le texte en commission sont en train de rétablir les mesures article par article via des amendements qui sont votés par la droite sénatoriale. Merci beaucoup Quentin pour ces explications. Rendre les crimes contre l'environnement punissables, c'est l'objet d'une proposition de loi socialiste débattue aujourd'hui dans l'hémicycle. Ce crime, baptisé écocide, serait passible de 20 ans de prison et de 7,5 millions d'euros d'amende. Les explications d'Adrien Develay. Avant de peut-être rentrer dans la loi française, l'écocide doit être défini. Communément, on entend par crime d'écocide la destruction délibérée et totale d'un écosystème. Parmi les différents types d'écocide, on retrouve l'épuisement complet des ressources d'une zone, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou de bois par exemple, la mise en danger d'un écosystème, comme par la déforestation ou certaines agricultures intensives, et le trafic international d'espèces protégées qui sont installées dans cette zone. Les crimes les plus graves peuvent causer des dommages irréversibles aux écosystèmes et aux populations. Le cas qui a réintroduit la notion d'écocide dans le débat international a été l'affaire Texaco, toujours en jugement aujourd'hui. En 1964, le groupe pétrolier américain installe des concessions en Équateur. 30 ans plus tard, il quitte la région sans dépolluer le site. Il laisse derrière lui des dizaines de millions de litres de résidus toxiques, contaminant l'air, la terre et l'eau, dévastant l'écosystème autour des anciens puits de forage. Depuis 1990, plusieurs tentatives ont visé à réintégrer la notion d'écocide dans le droit international, sans succès à ce jour. Et pour prolonger, on rejoint Alexandre Poussard en salle des conférences du Sénat. Alexandre, vous êtes avec Marta de Cidrac, sénatrice des Yvelines, qui intervient sur ce texte au nom des Républicains. Oui, un groupe Les Républicains du Sénat qui s'oppose à la création d'un écocide, d'un crime contre l'environnement. Marta de Cidrac, pourquoi cette opposition ? Alors, moi, je ne qualifierais pas notre position comme une opposition vis-à-vis de l'écocide. Le sujet est majeur, le sujet est important. Et je crois que le travail qui a été effectué par nos collègues socialistes mérite qu'on s'y intéresse. C'est un sujet, comme vous le voyez bien dans les actualités, qui intéresse tout le monde et j'ai envie de dire tant mieux. En revanche, nous, en tant que législateurs, nous devons nous poser la question de quels moyens, avec quels outils nous pourrions éventuellement intervenir dans un cadre ce qu'on pourrait qualifier d'un écocide. Et c'est là où il y a un véritable sujet de discussion, c'est que de quelle façon cette PPL, cette proposition de loi, définit l'écocide. On voit bien qu'il y a un certain flou dans le texte tel qu'il nous est proposé aujourd'hui. Or, ce qui pourrait paraître comme quelque chose de très louable risque de s'avérer, si
si cela devait passer dans l'État comme quelque chose qui pourrait même être presque un frein à toute bonne intervention que l'on pourrait avoir dans ce cadre-là. Donc je ne parlerai pas d'opposition, je parlerai juste en réalité d'un besoin véritable de clarification sur un texte de ce type-là. Alors un besoin de clarification juridique, mais sur le fond, est-ce qu'il faut durcir les sanctions contre toutes ces atteintes à l'environnement contre lesquelles les citoyens sont de plus en plus sensibles? Alors beaucoup d'outils existent déjà, puisque nous avons, il n'y a pas si longtemps que ça, également voté un texte autour de la création de l'Office de la biodiversité, qui va se doter en fait d'un gendarme de l'environnement. Donc cela va dans le bon sens, cela va même dans le même sens que celui que nous évoquons aujourd'hui. Et je pense que en réalité, utilisons déjà les outils que nous avons en France. La France n'a pas à rougir de tout ce qu'elle a comme arsenal juridique aujourd'hui autour de la protection de l'environnement. Faisons connaître mieux en fait ces dispositifs-là et donnons-nous les moyens d'agir plus collectivement et de manière un petit peu plus claire et plus cohérente. Alors, prenons l'exemple du groupe de BTP Vinci qui est accusé de déverser du béton dans la Seine, à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, sur le chantier du RER. Il encourt une amende de 75 000 € pour déversion de déchets. Est-ce que c'est assez sévère selon vous ? Pas suffisamment, de mon point de vue pas du tout suffisamment, mais il va avoir aussi une autre sanction qui est celle de l'opinion publique, puisque vous voyez bien, il y a quelques années, ce que l'on vit aujourd'hui serait peut-être passé, je ne vais pas dire inaperçu, mais peut-être pas de manière aussi visible. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur une entreprise de ce type-là. Quelle est son attitude vis-à-vis de son éco-responsabilité que tout un chacun d'entre nous doit avoir, que nous soyons citoyens ou entreprises. Et alors au niveau international, est-ce qu'il faut également sanctionner les États? On peut prendre l'exemple du Brésil de Jair Bolsonaro et de la déforestation de l'Amazonie. Est-ce que l'ONU, par exemple, doit prendre ses responsabilités? Oui, tout à fait, c'est évident. Mais il nous manque justement un outil déjà à l'échelon international, il nous manque aussi un outil à l'échelon européen. Nous sommes en pleine période d'élections européennes. Le sujet de l'environnement est un sujet prégnant. Or, je pense qu'au-delà de ce que nous, législateurs, dans nos pays respectifs, nous votons ou pas, il est important aussi que nous puissions travailler à une échelle un tout petit peu plus large que nos propres frontières. Très bien, l'échelle européenne. Échelle européenne. Merci beaucoup Martha de Cidrac et puis je vous laisse aller dans l'hémicycle pour intervenir sur ce texte. Merci. Merci beaucoup Alexandre Poussard. Et la création d'un crime d'écocide, c'est l'objet de notre premier débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Marie Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains de Saône-et-Loire et la rapporteure de ce texte débattu ce soir dans l'hémicycle. Face à vous, Jérôme Durin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de Saône-et-Loire également, mais vous êtes l'auteur de cette proposition de loi. Face à vous, Michel Canevet, bonjour, sénateur Union centriste du Finistère. Et enfin, bienvenue sur le plateau, Sébastien Mabille, avocat en droit de l'environnement et membre de l'association environnementale Notre Affaire à tous. Bonjour. Jérôme Durin, vous êtes l'auteur de cette PPL, cette proposition de loi, l'écocide, le crime contre l'environnement, il est actuellement pas ou pas assez puni. Il n'est pas assez puni et s'agissant des infractions les plus graves, des crimes les plus importants, on peut dire que c'est le régime de l'impunité qui prévaut. Avec un dispositif national qui est essentiellement administratif, qui sanctionne peu, qui est sans doute d'ailleurs mal organisé du point de vue organique, du point de vue de l'organisation de la justice, et un dispositif international qui n'existe pas. Et donc finalement, on nous dit, on va attendre que ça se passe au niveau international, ça va venir, sauf que ça ne vient pas, et qu'on ne tape pas assez fort, on ne tape pas assez vite, et qu'on est désarmé vis-à-vis des crimes les plus graves sur l'environnement. Et l'environnement, c'est un écosystème et c'est aussi une population qui y habite. Marie Mercier, vous êtes la rapporteure de ce texte. Vous êtes les Républicains. On a entendu votre collègue qui n'est pas vraiment d'accord, qui dit finalement ça ne va pas changer grand-chose si la France finalement joue toute seule dans son coin sur ces thématiques environnementales. Oui, c'est vrai qu'on ne peut tous qu'être extrêmement attachés à la bonne santé de notre planète parce que c'est aussi notre santé à nous qui est absolument concernée. En ce qui concerne la législation autour des crimes contre l'environnement, nous avons un droit de l'environnement, nous avons des sanctions administratives aussi qui peuvent être portées. Donc il y a dans notre droit positif tout un arsenal, ce qui explique que quand nous en avons déjà débattu en commission des lois, on a vu que ce qui était proposé n'était peut-être pas assez précis, un peu flou, mais nous sommes par contre tout à fait d'accord pour ne pas rester dans un immobilisme en ce qui concerne la protection de l'environnement, mais peut-être pas forcément en créant cette incrimination d'écocide.
Michel Cannevet, vous êtes représentant des centristes ici sur ce plateau. Et vous, entre ces deux positions qu'on a entendues, que vont faire les centristes sur ce texte? Écoutez, vous verrez tout à l'heure à l'examen du texte ce que les centristes feront. Vous soutenez ou pas cette proposition de loi? Je pense que, comme vient de le dire le rapporteur, il y a quand même un certain nombre d'imprécisions dans le texte. Et puis, moi, j'ai la conviction que c'est par nature un sujet qui doit être débattu à une échelle internationale, à une échelle beaucoup plus large. On aborde très bientôt les élections européennes. Voilà un enjeu pour le Parlement européen, parce que l'écocide ne concerne pas que le territoire national, il concerne l'ensemble de la planète, et en particulier les océans, puisque moi je suis du Finistère. Et bien là, on a un domaine où l'appréhension internationale est forcément la bonne chose. Sébastien Mabille, vous êtes avocat en droit de l'environnement. Est-ce que la contrainte législative actuelle, est-ce qu'on peut punir ces crimes environnementaux, ou est-ce qu'il faut changer la loi, les règles? Alors, est-ce qu'on peut les punir? La plupart, oui, sauf que ça relève essentiellement du délit, puisqu'aujourd'hui, il y a 2 crimes environnementaux qui sont l'incendie volontaire, il y a moins de 10 dossiers par an, et le deuxième, c'est le terrorisme par arme bactériologique, qui, fort heureusement, n'a jamais été utilisé. Et prions pour que ce soit jamais le cas. Tout le reste relève du délictuel, avec des délits qui sont, pour la plupart, difficiles à caractériser, des infractions qui sont très techniques, puisqu'on a un droit de l'environnement qui s'est construit en strates successives avec des incriminations très spécifiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui d'incrimination générale, par exemple de mise en danger de l'environnement, au même type que la mise en danger de la vie d'autrui. Et on n'a pas non plus ce crime environnemental général que serait l'écocide, et qui viserait à sanctionner le crime le plus grave, c'est-à-dire celui qui remet en cause, dont les conséquences sont irréversibles. Donc on punit, mais pas sévèrement. On punit peu. Il y a seulement moins de 20% des infractions signalées qui sont aujourd'hui réprimées en droit de l'environnement. C'est très peu, puisque c'est à peu près 50% pour les infractions en général. Et quand elles sont réprimées, on a essentiellement recours à la transaction pénale, à le rappel à la loi, à la composition pénale. Et finalement, très peu de dossiers arrivent à l'audience publique, si bien qu'on a l'impression que finalement peu d'affaires sont jugées, puisque il y a peu d'audience. Et quand elles le sont, on a des magistrats qui ne sont pas formés, qui ne sont pas spécialisés et qui ne sont pas suffisamment conscients des enjeux. Jérôme Durin, vous proposez dans votre texte que l'écocide soit passible de 20 ans de prison et 7,5 millions d'euros d'amende. C'est là qu'il faut taper, la prison et des amendes plus que symboliques? 1 kilo de corne de rhinocéros à Roissy, c'est 5 fois moins durement condamné qu'un kilo de drogue. La criminalité environnementale, elle se détourne vers... les mafias organisent leur activité autour de la criminalité environnementale désormais, parce que c'est très lucratif, c'est faiblement sanctionné, ça passe sous les radars. Et ça passe sous les radars dans les États et au niveau international. Et je fais une analogie avec ce qu'on a voté il y a 2 ou 3 ans désormais, qui était le devoir de vigilance des sociétés mères. On nous disait à l'époque, oh là là, qu'est-ce que vous embarquez dans cette affaire? Le Rana Plaza tombe, 1200 morts. Il y a 8 niveaux de sous-traitance, les multinationales font leur boulot, on ne va pas les empêcher de travailler. Je suis allé au Bangladesh, je suis président délégué du groupe d'amitié. Il commence à y avoir des normes qui sont instaurées dans les usines de textiles du Bangladesh parce que le droit national, dans certains pays, a permis de faire une avancée. C'est ce qu'on veut faire avec l'écocide, c'est-à-dire être pionnier. On ne veut pas être les gendarmes du monde en matière environnementale, mais nous pensons qu'il faut que notre droit, comme l'a dit Maître Mabille, commence à poser des sanctions qui soient à la hauteur des enjeux et qu'on mette fin à une forme d'impunité qui prévaut aujourd'hui. Marie Mercier, on a entendu vos arguments tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas que la France envoie un signal en étant finalement un des premiers États à pouvoir condamner ces crimes contre l'environnement? Que la France envoie un signal, oui, ça nous semble une excellente idée. La France, en matière d'environnement, s'est positionnée, ne serait-ce que par la charte concernant... Tout le monde se souvient de Jacques Chirac disant en 2002 « la maison brûle et on regarde à côté ». Donc c'était déjà il y a plus de 15 ans. Donc il y a eu la charte de l'environnement, il y a eu ce qui a été fait avec Paris en 2015, il y a eu en 2016 le préjudice écologique. Donc certes, il y a tout ça. La France pourrait travailler autour d'un traité avec un socle de sanctions et que chaque pays, finalement, dans son droit interne, pourrait s'en servir et les appliquer. Mais la France, elle peut être moteur en termes de prévention, pas forcément en termes de répression dans les autres pays que le pays France qui est le nôtre. Michel Cannevet, on ne peut pas agir seul sur ce domaine?
C'est compliqué d'agir seul. Bon, il faut qu'on ait, c'est clair, une réglementation qui soit un peu plus rigide pour un certain nombre de faits qui sont constatés, ça c'est clair. Mais je pense que là-dessus, on aura du mal à vouloir intervenir seul. Et d'autre part, il faut que les choses soient extrêmement précises, parce que dès lors qu'on veut qualifier une action d'écocide, il faut que la définition soit extrêmement précise. Or, il m'a semblé que dans le texte, la précision ne l'était pas suffisamment, et donc cela mérite un travail un peu plus approfondi pour éclaircir les choses. Sébastien Mabille, sur la question de savoir si la France en fait assez. Vous avez participé à la rédaction du programme environnemental d'Emmanuel Macron, mais depuis, vous avez quitté La République En Marche. C'est parce qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites dans ce domaine-là ? Oui, je pense que c'est le constat qui est partagé par tout le monde, y compris par le ministre de la Transition écologique, enfin le président qui est parti. On n'en fait pas assez. L'urgence est là. Ça fait... Je vais reprendre sur l'écocide, faire un parallèle avec l'écologie. Ça fait plus de 50 ans, 60 ans qu'on sait en matière écologique que protéger des espèces ne suffit plus. Et que pour protéger une espèce, il faut aussi protéger son habitat. Aujourd'hui, on protège l'être humain à travers toute une série de réglementations, etc., de protection des personnes qui sont les bienvenues, y compris pour la répression du trafic de stupéfiants que mentionnait Jérôme Durin. Mais on ne protège pas l'habitat. C'est-à-dire la planète Terre, c'est-à-dire notre maison. Et CID fait référence à l'écocide, fait référence, c'est celui qui tue la maison. Voilà. Donc on est bien sur une protection de l'habitat des humains. Et sur le fait que la France serait pionnière ou non, ou finalement que ça relèverait du niveau international ou européen et pas forcément au niveau national, déjà l'écocide est reconnu dans un certain nombre de législations, notamment celle des ex-pays du RSS, où l'écocide était reconnu, avec l'application qu'on connaît malheureusement, par le Vietnam, qui a connu, peut-être le premier écocide de grande ampleur, qui a été l'utilisation de l'agent orange par l'armée américaine, qui a dévasté plus d'un tiers du couvert forestier du pays. Et l'Italie qui a reconnu en 2015, qui a profondément réformé son droit pénal de l'environnement pour reconnaître ce qu'on appelle le désastre environnemental, qui est d'un niveau supérieur à celui de la pollution environnementale. Voilà, donc les initiatives existent d'ailleurs, on n'est pas isolé. Et comme le disait M. Durin sur le devoir de vigilance, où à l'époque on nous prévoyait un cataclysme économique, une perte de compétitivité des entreprises françaises, la France a été pionnière. Aujourd'hui, la Suisse a adopté une loi similaire, l'Allemagne est en train d'adopter un texte sur le devoir de vigilance similaire, on réfléchit à un texte, une harmonisation au niveau européen, et des discussions commencent au niveau international pour avoir un traité au niveau de l'ONU. Donc oui, parfois il faut être pionnier, et on est suivi. Jérôme Durin, on a entendu que la discussion se fera surtout autour de la précision de certains articles. On va prendre des cas précis, savoir si votre texte qui crée l'écocide, il permettrait de les condamner. Quand il y a une marée noire type Erika, est-ce que c'est possible? Quand il y a le déversement de Vinci, de l'entreprise Vinci dans la Seine, dans les Hauts-de-Seine, est-ce que là, votre texte permettrait de sanctionner, de condamner ces entreprises? Nous, ce qu'on a retenu comme critère, qui nous paraît très important, c'est le caractère intentionnel du crime. Donc, ce qui tient à une activité industrielle, économique, et qui occasionne un dommage environnemental ne rentre pas dans le champ de la proposition de loi que je porte. En revanche, on parle du Probo Koala, 2006, Abidjan. Des centaines de tonnes de déchets déversés, tuant 17 personnes, intoxiquant 40 000 autres. Des sols pollués. Là, c'est évidemment intentionnel. Là, ça peut tomber sous le coup du texte. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas de Français qui est impliqué. Mais on peut avoir un instigateur ou un intermédiaire qui est français. Et là, ça tombe sous le coup de la proposition de loi. Ce qui répond d'ailleurs à une des questions. En gros, il y a un sous-entendu derrière le texte, c'est la criminalité environnementale, c'est une criminalité de pauvres, de pays pauvres. Hein, c'est un peu les spoliations, les trafics d'espèces, des conditions industrielles désastreuses. Mais on peut avoir des ressortissants nationaux qui sont impliqués. Donc oui, sans doute, ce serait mieux de travailler avec d'autres à l'échelle internationale. Mais encore faut-il qu'ils soient volontaires pour le faire. S'ils ne le sont pas, on ne peut plus attendre. Il faut qu'on avance. La Cour pénale internationale le dit. Laurent Néret, qui est un juriste qui a travaillé sur ces questions, dit qu'il faut transposer cette volonté internationale dans notre droit national tout de suite. Et par exemple, Bruno Retailleau, quand il a travaillé sur la notion de préjudice écologique, il n'a pas attendu que d'autres le fassent. Donc, il faut qu'on continue. Ce n'est pas un objet de polémique, cette affaire-là. Et je pense que les imprécisions qu'on relève dans le texte, elles auraient mérité d'être corrigées par voie d'amendement, parce qu'on aurait avancé. Donc on va aller à la bagarre ce soir, on va défendre nos arguments en toute convivialité et avec le désir de faire avancer les choses. Si ça ne marche pas,
il faudra rebondir ensemble parce qu'il y a urgence. Marie Mercier, il y a la volonté de rendre ces faits, dans le texte proposé par Jérôme Durain, imprescriptibles finalement, comme les crimes contre l'humanité. Ça, vous considérez, vous, chez les Républicains, que c'est peut-être un peu trop, c'est pas du même ordre, du même niveau? Nous, on a des difficultés dans le texte avec la définition même de cet écocide. Parce que dans ce texte, on ne sait pas vraiment si on parle d'activité légale ou illégale, si on parle de dégradation de l'écosystème qui soit le but ou qui soit la conséquence de la faute qui a eu, par exemple, par l'industriel. Donc, toutes ces questions-là nous semblent extrêmement importantes. Il faut que les amener à des précisions beaucoup plus chirurgicales, je dirais, parce que nous faisons un texte de droit pénal, donc chaque terme a son importance. Et ensuite, l'imprescriptibilité, effectivement, pour le moment, c'est réservé aux deux crimes dont vous avez parlé. Donc, quand on aura déjà bien défini l'écocide, convenablement, de façon constitutionnelle, puisque nous sommes à la commission des lois. Ensuite, on verra la suite avec la prescriptibilité. Michel Cannevet, justement, jusqu'où aller dans cette condamnation de l'écocide? C'est justement extrêmement difficile à appréhender. On voit par exemple, pour ce qui concerne les catastrophes maritimes, il y a eu la Moco Cadiz en 1978, il y a eu l'Erika en 1999 et cette année le Grande America. Est-ce que l'on doit considérer que ces pollutions maritimes ont été effectuées de façon intentionnelle? Des réparations préjudicielles sont intervenues, fort heureusement, et c'est normal. Il faut sans doute que la législation soit encore plus sévère vis-à-vis de cela, mais est-ce que cela relève de crimes intentionnels? Je prends un autre exemple. Il y a un bois. Certains vont considérer que le bois fait partie du patrimoine et sert pour l'habitat d'un certain nombre d'espèces. On abat le bois pour, par exemple, développer des cultures. Est-ce que l'on considère que l'abattage, certains vont considérer que l'abattage du bois est un crime, alors que d'autres vont dire non, c'est pour développer des cultures vivrières. Il y a toujours des questions d'interprétation sur lesquelles il faut que l'on soit attentif, et c'est ça qui conduit à se dire si on adopte un texte tel que celui-là, qui peut être souhaitable sans doute, parce qu'on ne peut pas admettre qu'il y ait des préjudices irrémédiables à la nature, eh bien, il faut que l'on soit extrêmement précis dans l'écriture du texte. Et c'est un peu cela qu'on reproche à ce texte, c'est que finalement, ce n'est pas suffisamment précis. On n'est pas le seul à le reprocher, puisque je lisais dans le Huffington Post ce matin que l'une des spécialistes du sujet, Nicole Valadez, émettait aussi des doutes sur la manière dont les choses avaient été rédigées et sur leur applicabilité. Sébastien Mabille, est-ce que ce texte, finalement, il ne servirait pas plus à juger des cas à l'international que des cas en France qu'on a cités, type Erika? Ce texte, il a un mérite particulier, c'est de placer l'environnement au sommet de l'échelle des valeurs protégées. Parce que finalement, qu'est-ce que fait le Code pénal? Il sert finalement à définir quelles sont les valeurs qui sont protégées par notre société. Et en plaçant l'écocide comme étant le crime premier, c'est-à-dire celui qui est susceptible d'affecter les conditions d'habitabilité de notre planète, il a ce grand mérite-là. Vous mentionniez cette litanie de marée noire. Et justement, ça, c'est un bon exemple, puisqu'on a vécu dans les années 60, 70, 80, 90, toute une litanie de marée noire jusqu'à le naufrage de l'Erika, qui a particulièrement affecté les côtes bretonnes, et ensuite, en 2002, celui du Prestige. Depuis, à la suite de ces naufrages, il y a eu une réaction législative qui était d'une part de relever considérablement le niveau des sanctions. On est passé de 300 000 euros d'amende, c'était la peine maximale à laquelle avait été condamné le groupe Total. Aujourd'hui, c'est réprimé par une peine d'amende de 10 millions d'euros et 10 ans d'emprisonnement. Par une spécialisation des juges, avec la création de juridictions spécialisées du littoral maritime, qui jugent ce contentieux très spécifique, et une augmentation des moyens de police et de surveillance de notre zone économique exclusive. Et tout cela a conduit à une réduction massive. Effectivement, il y a eu le Grande America et on peut le regretter, mais néanmoins, mis à part ce dernier naufrage, ces dispositions ont été efficaces. Donc, relèvement du quantum des peines, spécialisation des magistrats, augmentation des moyens de police. Mais qu'est-ce qu'on condamne? C'est le crime environnemental ou c'est le fait de ne pas avoir pris toutes les mesures d'encadrement, de s'assurer que les bateaux étaient conformes aux normes? Est-ce que finalement c'est le crime environnemental vraiment qui est puni dans ces cas-là? Là, ça peut être une faute de négligence. C'est-à-dire, mais dans ce cas-là, si c'est une faute de négligence, s'il n'y a pas d'intentionnalité, il faut que ce soit délictuel. C'est-à-dire que, comme le rappelait M. Durain, dès lors qu'on est en criminel, il faut qu'il y ait cette intention de commettre le dommage. Mais néanmoins, ça pourrait couvrir
effectivement des activités transnationales. Et là, je le dis en toute amitié à Mme Mercier du groupe républicain, qui est très sensible à la question de lutte contre le terrorisme, au renforcement des textes, etc., pour protéger nos concitoyens. Aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est Interpol qui le dit dans son rapport de septembre 2018, les atteintes à l'environnement constituent aujourd'hui la principale source de financement dans le monde des organisations criminelles, dont Boko Haram, dont Daesh, dont les mafias en Italie, etc. Donc lutter efficacement pour la protection de l'environnement et renforcer le droit pénal de l'environnement, c'est aussi une manière de lutter contre le terrorisme, de lutter contre ces organisations criminelles et mafieuses et de lutter pour la préservation de l'environnement. Jérôme Durand, au niveau international, est-ce qu'il y a aussi la question de ces États? On pense aux États-Unis qui se désengagent des accords climatiques. On pense au Brésil qui actuellement est un peu en train de déconstruire le droit en matière d'environnement. Comment on peut agir finalement à notre niveau français sur ces atteintes à l'environnement et là qui sont le fait d'État? En incitant les sénateurs à voter le texte ce soir, je crois que l'exemple est la meilleure des vertus. L'abbé Pierre disait c'est quand tout le monde attend que l'autre commence qu'il ne se passe rien. Et on a une mobilisation planétaire sur la question écologique. L'urgence environnementale n'a jamais été aussi grande, la pression vient de partout. Il faut que les États eux-mêmes, entre eux, continuent à se challenger et que certains États prennent un leadership. La France l'a fait avec la COP21. On a un texte qui a été porté par nos collègues républicains on l'a dit par M. Retailleau il y a quelques années, sur le préjudice écologique. Voilà, tout ça contribue à faire avancer la cause partout. Et on ne peut pas attendre que ça vienne spontanément, d'une manière universelle, par le haut. Donc il faut qu'on développe nos arguments, qu'on soit force motrice, et qu'on se dise que ça n'est pas, le crime des autres. Ça ne peut pas arriver chez nous, parce que ça arrive chez nous, et ça peut être des nationaux qui le font, donc on est concerné. Et par ailleurs, que c'est contre les intérêts économiques. Parce que je pense que les acteurs économiques, ils ont besoin d'avoir une législation qui est stable, qui est robuste, qui est sécurisée, en ayant une chaîne de peine bien organisée. La Suède l'a fait, elle a allégé les procédures, mais durci les sanctions. Et les acteurs économiques s'y retrouvent parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc on a quelque chose de très cohérent, de très vertueux et qui peut être exemplaire. Marie Mercier, oui. Vous avez évoqué tout à l'heure l'échelon européen. Est-ce qu'on pourrait mettre en place assez facilement une juridiction européenne pour ces délits ou crimes environnementaux comme ça peut exister dans d'autres domaines? Mais bien sûr, c'est ce qu'il va falloir faire, parce que ce texte... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre en place ça? Nous allons avoir les élections européennes, donc j'attends des programmes de tous les candidats. J'ai pas l'impression qu'on entend des propositions dans ce domaine-là. Et c'est tout le mérite de cette loi, finalement, qui est portée ce soir, c'est au moins de faire parler ça, de faire parler de l'environnement. Le traité de Rome, c'était 1998, donc on a tous des leviers à lever, y compris en France. On peut aller beaucoup plus loin. Quand on a vu ce texte arriver, on s'est dit, mais c'est peut-être la bonne chose à faire. Mais comme là aussi, dit l'abbé Pierre, il a dit vouloir savoir et oser le dire. Donc moi, j'ai voulu vraiment savoir au fond si ça changeait quelque chose dans notre droit français. On m'a bien expliqué que ça ne changeait rien. Donc j'ose le dire que ce texte, malheureusement, ne change pour le moment pas grand-chose. Mais c'est une première pierre. Il a ce mérite-là, ce texte. Et donc nous allons continuer en ce sens. Michel Canevet, l'échelon européen, la seule réponse possible? Oui, alors il faut d'abord effectivement remercier Jérôme Durand d'ouvrir le débat. C'est important puisque c'est la bonne période pour cela. Mais il me semble tout à fait que l'échelon européen est la seule issue possible. D'abord, on voit bien parce que l'essentiel des exemples qui sont cités sont des exemples internationaux qui ne concernent pas forcément la France. Donc il faut avoir un intérêt à agir quand même. Et donc, on voit bien que c'est à l'échelle de l'Europe que cet intérêt à agir pourrait trouver toute sa place, toute sa force, et justement influencer suffisamment l'ensemble des pays pour pouvoir avancer collectivement sur le sujet. Sébastien Mabille, est-ce qu'un jour, au-delà même de l'échelon européen, on pourra avoir des crimes environnementaux jugés par une cour pénale internationale comme les crimes contre l'humanité? Alors, ça a été dans les réflexions initiales de la création de la Cour pénale internationale, du statut de Rome, c'est-à-dire qu'il y avait ce crime d'écocide qui avait été mentionné, et là, ça n'a pas abouti. Sur l'échelon européen, néanmoins, moi, je constate que l'Europe est de moins en moins fédéraliste. On s'attache à préserver nos compétences régaliennes nationales, et le droit pénal ça sera peut-être la dernière chose dans le cadre d'une construction européenne complètement aboutie qui sera transférée à l'échelon européen. Donc non, il ne faut pas attendre
qu'il y ait une réglementation européenne sur le domaine. D'ailleurs, il y a une directive qui date de 2008, plus de 10 ans, qui demande aux États membres d'adopter des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Et je pense que c'est l'objectif poursuivi par la proposition de loi qui sera débattue ce soir. Donc, au niveau européen, il y a une ébauche de parquet européen avec Eurojust, où là, ça pourrait être intéressant de lui conférer des compétences environnementales, mais ce qu'il faut également au niveau national, c'est renforcer la capacité pour la justice de traiter ces infractions en créant un parquet national environnement, et ça c'est la proposition que nous défendons au comité français de l'UICN, c'est la création de ce parquet national qui pourrait, au même titre que le parquet national financier ou le nouveau parquet national antiterroriste, être un peu une figure de proue de la détermination d'une politique pénale environnementale qui aujourd'hui est inexistante en France. Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat qui nous fait donc couvrir ce débat autour de l'écocide. Merci encore une fois d'avoir participé sur notre plateau. Les libertés publiques sont-elles menacées face à la montée de textes législatifs les limitant? C'est l'avis du président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Jean-Marie Delarue, que nous recevrons dans quelques minutes. Mais avant, retour sur un des derniers textes polémiques, la loi anti-casseurs, partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, mais qui pourrait revenir sous une autre forme. Les explications d'Hugo Lemonnier. Le cortège du 1er mai, infiltré par les Black Blocs. Un nouvel épisode de violence qui pourrait relancer le débat sur la loi anti-casseurs. Une proposition de loi du groupe Les Républicains en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Les sages ont retoqué l'interdiction administrative de manifester et contesté les pouvoirs excessifs confiés au préfet. Bruno Retailleau envisage donc de déposer un nouveau texte. Le Conseil constitutionnel n'a pas empêché le Parlement de légiférer sur une possibilité d'une interdiction préfectorale, mais ce sont les modalités qu'il a en réalité censurées. Donc moi, j'attendais du gouvernement qu'il puisse réagir, mais en réalité, là aussi, il n'y a pas eu de courage de réagir. Il est clair que si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, nous les prendrons. La majorité présidentielle qui avait fait sienne les propositions de la droite sénatoriale ne ferme pas la porte à un durcissement de la législation. La censure du Conseil constitutionnel n'est pas rédhibitoire. Je suis d'accord avec cette analyse. Il faut se donner toutes les chances au niveau juridique pour pouvoir encore aller plus loin dans la recherche et la sanction des casseurs. Le groupe socialiste, lui, se range derrière la décision du Conseil constitutionnel et refuse d'aller plus loin. Cette disposition a été censurée parce que nous tenons beaucoup à la liberté de manifestation. Et je crois que ce qui serait sage, c'est que le Sénat, et notamment le groupe majoritaire du Sénat, en prennent acte. Les sages n'ont pas fermé la porte à une interdiction préventive de manifester. Il faudra cette fois qu'elle soit mieux encadrée pour être jugée conforme à la Constitution. Et pour évoquer ce sujet, on rejoint Alexandre Poussard. Alexandre, vous êtes avec Bernard Jomier, sénateur apparenté socialiste de Paris. Bernard Jomier, est-ce que vous estimez que la nouvelle stratégie du maintien de l'ordre du gouvernement a fonctionné hier lors des manifestations du 1er mai ? Ce qu'on avait vu lors des manifestations précédentes, c'est qu'à Paris en particulier, beaucoup de violences, beaucoup d'actes de violence avaient été commis par des personnes très radicalisées, et donc il fallait absolument y mettre un terme. Et en ce sens, effectivement, la stratégie a été plutôt efficace. Maintenant, elle a aussi entraîné d'autres débordements dans l'autre sens, c'est-à-dire que des citoyens et des organisations syndicales qui légitimement manifestaient pacifiquement se sont retrouvés face à une répression, à des jets de gaz lacrymogène notamment, qui ne sont pas souhaitables. Et donc, il faut que le gouvernement trouve le juste milieu, si je puis dire. Donc, je n'irai pas le blâmer de ce qui s'est passé hier à Paris, mais ça n'est certainement pas non plus un blanc-seing. Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestants qui auraient tenté de forcer les portes de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière hier à Paris ? Quelle est votre réaction ? Écoutez, d'abord, il faut connaître les faits avec plus de précision, parce que de ce que l'on sait, un certain nombre de manifestants qui étaient sur le boulevard de l'hôpital sont entrés dans l'enceinte. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, la Pitié-Salpêtrière, c'est plusieurs dizaines d'hectares. C'est un grand parc avec des bâtiments. Et donc ça n'a rien de choquant d'entrer dans ce parc pour se mettre à l'abri.
Et puis un nombre d'individus qui reste à préciser a tenté d'entrer dans un service, sans savoir probablement que c'est un service de réanimation. Donc ça, c'est tout à fait répréhensible, mais je trouve que la surréaction et la forme d'instrumentalisation, notamment par les ministres, de ce fait, avec des mots tout à fait déplacés comme une attaque, heureusement que la police a sauvé le service de réanimation, a dit un ministre, sont tout à fait déplacés, pas à la hauteur de responsables politiques qui doivent apaiser la situation. Parlons de l'outil législatif de sécurité, la loi anti-casseurs qui vient d'entrer en vigueur. Est-ce qu'elle a fonctionné selon vous ? Je pense que c'est surtout un changement de doctrine de la préfecture de police qui a entraîné ce type de gestion et que la loi anti-casseurs n'avait pas grand intérêt. Elle n'a absolument rien changé dans la gestion des manifestations d'hier. Les sénateurs, les Républicains pourraient persévérer dans leur volonté d'instaurer l'interdiction administrative de manifester en déposant un nouveau texte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais vous savez, on ne cesse de faire de nouvelles lois dans une sorte de surenchère permanente et en pensant qu'en faisant de nouvelles lois, on va répondre à des situations. Non, la question, elle est politique. On a une société qui est sous tension. Et on a une société qui est sous tension également parce que de hauts responsables politiques ont alimenté la tension par des mots, par des attitudes qui ne sont pas acceptables. Ce dont je viens de parler sur l'intrusion, la Pitié-Salpêtrière en est un bon exemple. Il ne faut pas que le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Santé souffle sur les braises. Ils doivent assumer avec sang-froid leurs fonctions. Certains estiment que l'état de droit est en danger aujourd'hui en France. Est-ce que vous êtes d'accord ? L'état de nos libertés n'est pas bon, effectivement. Et c'est depuis, d'ailleurs, pas que ces 2 ou 3 dernières années, mais c'est un mouvement plus ancien, parce qu'il y a la croyance chez un certain nombre de responsables politiques qu'en restreignant les libertés, on va améliorer la sécurité et la tranquillité publique. Et l'expérience, dans le moyen terme, prouve que c'est l'inverse qui se passe. Très bien. Merci beaucoup, Bernard Jomier, de m'avoir répondu. Merci Alexandre Poussard. Et les libertés fondamentales sont-elles menacées ? On en parle tout de suite avec mon invité Jean-Marie Delarue. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et vous dénoncez, depuis quelques jours, on a vu cette tribune dans Le Monde, un recul et des menaces sur les libertés fondamentales. Et pour vous, c'est au nom de la sécurité que l'on grignote ces libertés. Il y a depuis très longtemps, depuis 20 ou 25 ans même, que chaque année, des lois réforment le code pénal, le code de procédure pénale. Et récemment, il y a eu de nombreuses lois liées à l'état d'urgence et au terrorisme. Je pense que l'empilement de ces lois conduit à un languissement vers une diminution en effet de nos libertés. Alors on va me dire, mais monsieur, vous déraisonnez, c'est là des lois qui visent exclusivement le grand banditisme, les prédateurs sexuels, comme on a dit à un moment, et désormais les terroristes. Oui, sauf que dans ces lois, on trouve des dispositions qui, demain, pourraient s'appliquer à tout le monde si on n'y prend pas garde. Certains termes de ces lois sont eux-mêmes d'une grande imprécision. Et je rappelle par exemple que de nombreuses dispositions de ces lois multiples que j'évoque, sans qu'il soit possible d'en faire la liste, disent par exemple on va assigner à résidence un préfet, quelqu'un dont on a des raisons sérieuses de penser. C'est quoi les raisons sérieuses de penser ? Ben, c'est la police. Et la police, il lui arrive de se tromper. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Donc, on a là une première possibilité de contagion. Mais il y en a bien d'autres. Vous évoquez notamment dans ces textes la loi anti-casseurs. Elle a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel. C'est bien qu'il y a des garde-fous pour protéger ces libertés fondamentales. Oui, à condition que le Conseil constitutionnel soit saisi. Alors, il peut l'être ab initio, comme on dit un peu dans le jargon, c'est-à-dire avant la promulgation par le président de la République ou les parlementaires, comme on le sait bien ici. Elle peut l'être aussi par le biais de questions prioritaires de constitutionnalité, mais il y a des lois qui ne seront pas déférées, par conséquent, qui sont entrées en vigueur et que personne ne va songer à contester. La loi du 30 octobre 2017 a transposé dans le droit commun, au fond, ce qui était l'état d'urgence. À ma connaissance, cette loi a été en vigueur, elle l'est aujourd'hui, sans que personne n'y ait trouvé à redire. Et il y a là, dans cette loi, des préoccupations à avoir. Je prends une autre notion, par exemple, c'est à propos de la loi anti-casseurs. Les abords immédiats d'une manifestation feront l'objet d'une réglementation particulière. C'est quoi les abords immédiats ? On a vu hier que ça pouvait s'étendre jusqu'au périphérique et au-delà. Pour vous, il n'y a plus assez de limites. Mais il y a,
quand on préjuge des infractions, quand la police doit intervenir, il doit y avoir des définitions extrêmement précises. Et j'estime que dans les lois récentes, il y a beaucoup de définitions floues, sans compter le fait que le discours sécuritaire, qui est la dominante de tous les gouvernements, je le sais bien depuis de nombreuses années, et lui-même se donne à lui-même un horizon qui ne cesse pas de reculer. La sécurité, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est par définition toujours menacé. Et donc il y aura toujours de nouvelles tentations d'ériger de nouvelles lois qui seront elles-mêmes, qui comporteront des risques de diminution des libertés. Il y a une phrase qui vous agace, c'est la sécurité première des libertés. Oh, elle ne m'agace pas, elle est simplement contradictoire dans les faits. Je ne sais pas ce que c'est que la sécurité comme liberté. La liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de la presse, tout ça, je sais bien. La sécurité comme liberté, je ne sais pas ce que c'est. En revanche, je sais qu'au nom de la sécurité, si cette phrase était vraie, on pourrait faire n'importe quoi. Il y a une autre attaque sur certaines libertés. Les journalistes qui sont menacés, particulièrement les vidéastes et photographes, qui dénoncent dans une tribune le traitement dont ils font l'objet dans les manifestations par les forces de l'ordre. Ça aussi, pour vous, c'est un recul ? Alors, moi, je m'inquiète un petit peu de la liberté de la presse sur 2 points. La première, c'est que la presse est extrêmement concentrée aujourd'hui. Je parle des propriétaires de journaux. Un point qu'il y a 30 ans, on aurait dénoncé tout de suite. Souvenez-vous de ce procès qu'on faisait à Robert Hersant, si ce nom vous dit quelque chose, à propos de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, 4 propriétaires se partagent à peu près tout l'ensemble de la presse française sans que personne n'y trouve à redire. Donc il y a un recul non seulement dans la presse, mais aussi dans la conscience qu'on en a. Et puis le deuxième volet, c'est celui que vous indiquez, c'est en effet les pressions, on peut dire les choses comme ça, qu'on met sur certains journalistes, soit du côté de l'État, la puissance publique. Songez à la convocation à la DGSI d'un journaliste qui aurait révélé des choses confidentielles, et puis aussi de la part de personnes privées, songez aux actions en diffamation qu'a fait un grand personnage investi notamment dans l'économie africaine de notre économie française. Donc on voit bien là qu'il y a une menace sur les journalistes de travailler. Et si on menace la liberté de la presse, on menace les autres libertés. Est-ce que pour vous, quand on entend finalement tous ces sujets où vous parlez de recul des libertés fondamentales, est-ce qu'il y a une dérive autoritaire ou autoritariste ? C'est peut-être encore trop tôt pour le dire. Moi, ce que je voudrais faire sentir à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on croit toujours que c'est les autres quand on met en question les libertés. Et donc, ça ne me concerne pas. Moi, je suis un honnête homme, etc. Oui, mais ça n'empêche que, insidieusement, les libertés de chacun peuvent être aussi mises en question. Je ne sais pas s'il faut parler d'autoritarisme, mais je sais que la police a de plus en plus de prérogatives dans notre pays, l'autorité administrative de plus en plus, le parquet de plus en plus, le juge du siège de moins en moins. C'est un signe inquiétant. Vous inquiétez sur l'indépendance de la justice ? Non, pas l'indépendance de la justice. J'observe simplement que le parquet est de plus en plus puissant. Le parquet, lui, est soumis au gouvernement comme il s'y est. Jean-Marie Delarue, avant de prolonger cet entretien, je vous propose de regarder un reportage, puisque nos équipes ont accompagné des sénateurs, dont le président Gérard Larcher, lors d'un déplacement au Pays Basque français, nouvelle porte d'entrée des migrants souhaitant rejoindre la France après avoir traversé l'Espagne, une voie migratoire qui met à l'épreuve les services d'accueil et les forces de l'ordre. Un reportage signé Quentin Calmet et Jonathan Dupriez. Le péage de Bériatou, c'est un des nouveaux points chauds de la route des migrants en France. Nous sommes à côté d'Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques et à quelques centaines de mètres de l'Espagne. Venus principalement de Guinée, du Mali et de la Côte d'Ivoire, ces femmes et ces hommes ont traversé le Maroc et l'Espagne pour arriver ici. Ainsi, en 2018, leur nombre a augmenté de 60%, faisant de ce parcours une des principales routes de l'immigration en France, en particulier depuis que l'Italie a fermé ses frontières. Et on est à un point de passage majeur. Ça représente sur les 55 000 passages, les 2 tiers des passages, les autres parties ayant lieu plutôt du côté des Pyrénées-Orientales. Ce jour-là, Gérard Larcher est au Pays Basque avec les sénateurs du département. Il s'agit pour la délégation d'un contrôle sur place et sur pièce pour mesurer l'efficacité de la dernière loi immigration. Au premier abord, c'est pas évident. Bon, avec ce matériel, on vient sous grossissement qu'il y a des anomalies d'impression. Il a été voté une loi qui réforme l'asile, l'immigration, le contrôle de l'immigration. Elle a été publiée le 10 septembre 2018. Quelques mois après, nous voulons voir comment cette loi se met en place.
Depuis l'été dernier, les contrôles ont été renforcés avec de nouveaux effectifs de police aux frontières et une compagnie de CRS, le tout en étroite collaboration avec les services espagnols. C'est une coopération interministérielle. Il y a le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur de chacun des pays qui coopèrent, puisque les douanes de chaque pays renforcent ce dispositif. La police autonome basque, la garde civile et la police d'État basque. Nous avons le sentiment qu'il y a un travail assez formidable, engagé. Il ne suffira pas de mettre des femmes et des hommes aux frontières. Il faut aussi qu'au plan européen, nous ayons un vrai projet, notamment de gestion des flux migratoires, de gestion de la question migratoire, de gestion en même temps de notre frontière extérieure, c'est le rôle de Frontex. Fermé en janvier 2017, le centre de rétention administrative d'Hendaye a rouvert il y a un an face à l'afflux. Ce jour-là, ils sont 19 dans ces locaux. Tous font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Bonjour. Bonjour. Ça reste quand même un endroit qui est violent quand on le voit comme ça. Il faut comprendre le parcours qui a été le leur pour des jeunes qui sont souvent des mineurs et qui arrivent ici dans ces zones-là. Un déplacement où il a aussi été question de l'intégration des migrants en attente de régularisation. À la sous-préfecture, plusieurs associations ont été invitées. Toutes tirent la sonnette d'alarme sur l'état psychique des hommes et femmes qui arrivent dans le département. Je me rappelle de ce jeune qui expliquait que selon le coût que sa famille avait payé pour arriver en Italie, ils étaient déposés avant ce qu'ils appelaient la dead zone avec les voleurs, les violeurs, les passeurs. Là, c'est des choses que les jeunes ne vont pas forcément dire, mais qui vont se répercuter. Une visite où toute la journée, les sénateurs évoluaient sur un fil entre répression de l'immigration illégale et intégration des autres migrants. Jean-Marie Delarue, on a parlé avant des lois sécuritaires, il y a aussi des lois anti-immigration, des lois sur l'immigration qui sont très souvent votées tous les 2 ans à peu près. Il y a une nouvelle loi immigration. Il y a trop de lois dans ce domaine. Oui, je crois qu'honnêtement, on pourrait en diminuer le nom, mais c'est parce que l'immigration est un enjeu politique très très important depuis bien longtemps. Donc je comprends très bien que le gouvernement et la représentation nationale puissent intervenir sur ce point. C'est pas là-dessus que moi je voudrais critiquer les choses. En fait, le problème de la migration est bien connu. C'est pas nouveau en soi. On sait très bien qu'il y a à la fois des considérations de tragédie politique ou économique ou de guerre civile derrière tout cela. On sait très bien qu'il y a une politique européenne qui a du mal à se mettre en œuvre parce que tous les pays ne la partagent pas. On sait très bien que la répression ne suffit pas et qu'il faudrait aider ces pays. Moi, je me soucie là simplement des droits de l'homme. Et je voudrais dire que la répression, si louable qu'elle soit dans certains cas, ne suffira pas à régler le problème. Moi, j'ai deux choses à dire là-dessus. Premièrement, c'est que, comme l'a dit d'ailleurs l'ancien directeur de l'OFPRA, j'ai un peu honte que des milliers de personnes se noient chaque année en Méditerranée sans que non seulement on n'ait pas déployé à ces distances, mais qu'on ait interdit aux associations comparé à des passeurs, d'intervenir efficacement. Ça vous a choqué, les propos de Christophe Castaner sur les ONG complices ? Je le dis, je ne connais pas Christophe Castaner, je le dis avec respect, mais j'ai été extrêmement choqué par ces propos-là. Pour vous, c'est aussi le reflet justement de ces libertés fondamentales, des droits humains qui reculent ? Moi, je crois qu'on ne peut pas accepter comme ça, sans sourciller, la mort de milliers de personnes. En tout cas, moi, je ne l'accepte pas. Et puis, autre volet, il y a étrangement dans ces questions migratoires des volets qui sont étrangement oubliés. Il y a une administration qui a travaillé pour s'occuper de la traite des êtres humains, qui est un aspect de ces courants migratoires, et le gouvernement laisse ça en plan. Il y a rien, alors que le plan est prêt. Bon. Je crois qu'il faut envisager tous les aspects de ces questions. Il y a sûrement une question de contrôle aux frontières. Il faut rendre l'hommage à la police aux frontières qui fait un travail difficile. Mais il y a aussi des questions humanitaires qui sont celles qui me préoccupent, il faut dire, et qui sont un petit peu oubliées dans ces affaires-là. Donc je crois que l'accueil de ces personnes, quelle qu'elle soit destinée à être refoulée ou qu'elle soit destinée à être accueillie, parce qu'il y en a qui relèvent de l'asile, il ne faut pas l'oublier, il doit être assuré dans des conditions humaine de dignité les plus prononcées possibles. Et c'est pas le cas actuellement ? Non. Vous avez été un contrôleur général des lieux de privation de liberté, ces centres de rétention administrative, est-ce qu'ils permettent finalement
d'absorber. Il y a mon successeur, Adeline Hazan, qui vient de publier un avis assez critique sur la question de la santé dans ces centres de rétention. Donc tout n'est pas fait pour leur assurer le meilleur accueil possible. Et moi j'ai vu des choses un peu abominables. Bon, je n'y reviens pas. Mais en tout cas, on doit améliorer cet accueil et il faut couvrir tous les champs. On dit ah oui, on va les aider, ces pays sources. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'Érythrée, qui est un des grands foyers d'émigration? Je ne sais pas qu'on ait fait grand-chose. Et encore une fois, la traite des êtres humains, dont le plan est prêt, elle reste en suspens. Donc il faut, quand on traite des courants migratoires, pas seulement alimenter la peur des Français. La migration fait peur à beaucoup, de façon très exagérée, je crois, mais il faut aussi traiter tous les aspects de ces hommes et de ces femmes, quel que soit leur avenir en France. Vous l'avez évoqué, l'immigration, la sécurité. Est-ce que finalement, nos politiques surfent sur un peu des idées populistes pour simplement plaire sans s'attaquer aux racines des problèmes? Je ne sais pas pourquoi, mais je sais en tout cas que la sécurité est une ressource inespérée pour le gouvernement, pour les gouvernements, parce que, encore une fois, l'horizon recule. Donc ils peuvent toujours annoncer de nouvelles mesures à chaque fois. Mais je crains beaucoup que ces nouvelles mesures consenties nous conduisent à oublier un peu les libertés. Je suis très frappé de ce que des grandes voix s'élevaient pour défendre les libertés dans les années 30, 40, 50, 60, 70. Il n'y a plus de grandes voix aujourd'hui pour les défendre et ça, c'est ma principale préoccupation aussi. Merci Jean-Marie Delarue d'avoir porté cette voix sur notre plateau et d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On va maintenant retrouver Quentin Calmet dans l'hémicycle pour parler d'une proposition de loi venue des sénateurs En Marche et qui vise à clarifier certaines dispositions en matière de compte de campagne, Quentin. La discussion générale, Jérôme, est en cours sur cette proposition de loi qui vise à clarifier les règles du contrôle des comptes de campagne ainsi que des règles d'inéligibilité. Tout d'abord, sur les dépenses électorales, il y aura toujours un compte de campagne, mais certaines petites dépenses seront dispensées d'expertise comptable ainsi que l'élargissement d'une dispense de cette expertise comptable pour les petits candidats lors des élections législatives. Et d'autres petites dépenses seraient donc dispensés d'expertise comptable, comme par exemple l'achat d'un carnet de timbres, par exemple. C'est Christophe Castaner qui représente le gouvernement dans l'hémicycle. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. Nous savons, et vous le savez bien en tant qu'élu, que le droit électoral recèle quelquefois des petites zones d'ombre involontaires qui peuvent semer le trouble chez les électeurs, mais aussi chez les candidats et poser des difficultés au juge électoral. Je ne doute pas qu'ici, nombreux ont été ceux qui, à chaque élection, se sont posé la question de se dire « est-ce que c'est vendredi soir? Est-ce que c'est samedi minuit ?» Je ne voudrais pas faire état de mon expérience personnelle, mais je crois qu'à chaque fois où j'ai répondu à cette question, j'avais quand même une part de doute au moment d'y répondre. Alors Quentin, ce texte introduit également plusieurs nouvelles mesures en matière électorale. Oui, c'est peut-être un détail pour vous, Jérôme, mais pour les candidats, ça va dire beaucoup, car il y a dans ce texte plusieurs mesures, comme par exemple l'interdiction de faire figurer sur le bulletin de vote la photo d'une personne tierce, car cela peut porter à confusion les électeurs. Autre exemple, il ne sera plus possible de modifier les règles d'une élection ou encore les contours d'un canton ou d'une circonscription plus d'un an avant un scrutin, Jérôme. Merci beaucoup Quentin Calmet pour ces explications. La loi pour une école de la confiance, rebaptisée loi Blanquer, arrive au Sénat. Avant son examen en séance, la Commission de la culture et de l'éducation a profondément remanié le texte gouvernemental et veut mettre fin à une mesure polémique, le regroupement école primaire-collège. Les explications de Samia Dechir. Un texte mal préparé, mal rédigé, mal expliqué. Le Sénat ne mâche pas ses mots contre le projet de loi Blanquer sur l'école. La Commission de la culture a tout simplement supprimé la mesure la plus contestée, la possibilité de fusionner école primaire et collège dans certains territoires. Dans les territoires, il y a des élus, il y a des maires, il y a des enseignants, il y a des directrices et des directeurs, et il y a des parents. Et tous nous ont dit cet article est mal écrit, il nous inquiète, on ne le comprend pas. Tout simplement parce qu'il est arrivé par un amendement de l'Assemblée nationale, sans étude d'impact, sans concertation, sans dialogue social, aucun dialogue avec les organisations syndicales, aucun dialogue avec les organisations d'élus. Et après, on s'étonnerait qu'il y ait de l'incompréhension. Critiques sur la méthode, les sénateurs déplorent aussi des manquements sur le fond.
Pour la Commission, le texte n'apporte pas, en l'état, les garanties que ces fusions écoles primaires et collèges ne pourront se faire qu'avec l'accord des acteurs concernés sur chaque territoire. Il faut que les maires aient une sorte de droit de veto. S'ils pensent que ce n'est pas nécessaire à leur territoire, il ne faut pas le faire. Il faut que les communautés éducatives soient consultées. Il faut que toute évolution de l'emprise de l'établissement soit aussi soumise au vote des collectivités. Et il faut bien que sur chaque site, il y ait un directeur avec toutes les fonctions du directeur. Avec ces garanties, les sénateurs seraient alors favorables à la possibilité de fusionner écoles primaires et collèges sur les territoires volontaires. Plusieurs amendements en ce sens sont en préparation. Supprimée en commission, la mesure pourrait donc bien revenir sous une nouvelle mouture lors de l'examen en séance prévu du 14 au 16 mai. La loi Blanquer, c'est l'objet de notre second débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Laurent Lafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Union centriste du Val-de-Marne. Face à vous, Antoine Karam, sénateur La République en marche de la Guyane. Bienvenue sur notre plateau. De l'autre côté de la table, Abdelkrim Mesbahi, président de la FCPE dans les Hauts-de-Seine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et enfin, Pierre Favre, président du syndicat des directeurs du premier degré. Syndicat national des écoles. Président du syndicat national des écoles. Et directeur dans le civil. Et directeur d'une école. Merci à vous de participer à ce débat. Et on va évoquer tout de suite les modifications du Sénat, puisque une des mesures phares du texte, le regroupement entre écoles primaires et collèges, est très largement remis en cause par le Sénat. Expliquez-nous, Laurent Lafont. Oui, c'est l'article dont on a beaucoup parlé depuis plusieurs semaines et qui a provoqué des réactions fortes à la fois du côté des enseignants, du côté des parents d'élèves, mais aussi des élus locaux. Donc il fallait clarifier les choses et à l'unanimité de la Commission, du reste, hier, la Commission a décidé de retirer cet article. Je crois qu'il y a besoin de faire de la pédagogie. La façon dont il a été amené par voie d'amendement à l'Assemblée nationale n'a pas permis cette pédagogie et beaucoup d'acteurs n'ont pas compris la finalité, l'objectif recherché à travers cet article. Donc nous allons, dans les jours qui viennent, essayer de retravailler, faire quelque chose qui soit beaucoup plus compréhensible et dont on sache à quoi il servira. Est-ce qu'on est, ce que nous souhaitons au Sénat, sur quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire pour répondre à des problématiques locales particulières, dans lesquelles il y aurait un accord de l'ensemble des acteurs, élus locaux, bien sûr, rectorat et personnel enseignant, ou alors est-ce qu'on est sur quelque chose de généraliste à terme, et c'est là-dessus que nous sommes opposés. On n'est pas à travers ça dans un système qui doit se généraliser. Voilà la position claire qui a été apportée avant-hier à la Commission. Antoine Karam, vous êtes sénateur En Marche, ici au Sénat. Est-ce que finalement, la majorité à l'Assemblée nationale n'a pas été trop vite sur ce texte et qu'il fallait un peu apaiser la situation? Alors, vous le savez comme moi, il y a deux cultures qui s'opposent, celle de l'Assemblée nationale et celle du Sénat. Moi, je me suis inscrit dans la démarche de la Commission du Sénat, considérant que quelques jours plus tôt, le ministre lui-même est venu apporter un certain nombre d'assurances en disant qu'il n'était fermé à rien du tout, qu'il était prêt à revoir pour son compte toutes les propositions qui seraient faites. Je n'ai pas eu en face de moi, eu le sentiment d'avoir en face de moi un ministre complètement fermé, bloqué. C'est en ce sens que lorsque la semaine prochaine nous irons en séance, eh bien, nous ferons des propositions et le ministre interviendra. On trouvera le bon compromis. Abdelkrim Mesbahi, c'était une mesure phare du texte, mais aussi très ciblée par les opposants, les enseignants, les directeurs d'école et les parents d'élèves. Est-ce que déjà ça vous satisfait? On ne peut que se féliciter de la démarche de la commission sénatoriale qui a commencé à travailler sur le texte. Ce que je voudrais dire aussi en introduction, c'est que on est aussi assez frustré de la manière dont les parents d'élèves et les représentants de parents d'élèves ont été associés ou pas du tout associés justement à la construction de ces textes-là. Donc c'est vrai que quand on a vu le texte sortir, on a été effaré. Et il n'y a pas que cet article-là qui nous a posé des questions. On va évoquer les autres aspects. Bien sûr, mais sur cet aspect-là, effectivement,
on ne peut pas mettre à l'écart l'interlocuteur direct des parents qui est le directeur de l'école. Imaginez-vous en milieu rural, mais même dans les Hauts-de-Seine, un papa qui a un problème avec son enfant ou une maman, il faut qu'il aille voir le directeur du groupe scolaire. C'est déjà très compliqué d'obtenir un renseignement au plus proche dans l'établissement scolaire. Donc effectivement, on se félicite de la démarche de la commission sénatoriale. En espérant que ça ne changera pas puisque ça va revenir à l'Assemblée. Pierre Favre, est-ce que vous partagez cette vision de sagesse du Sénat sur cette mesure ? Alors je dois avoir la vérité de dire que le Sénat est vraiment une institution importante parce que les travaux de ces derniers jours nous montrent que nous, associations et syndicats, avons été entendus. Je voudrais juste reprendre ce que vous avez dit dans votre préambule. Vous avez dit l'école publique des savoirs fondamentaux est une mesure phare. Non. Lorsque les premières maquettes sont arrivées au mois d'octobre, dans le cadre du dialogue social, elles n'y étaient pas. Et je crois que, comme l'a dit le sénateur Lafont, c'est une question de méthode. Lorsque le 30 janvier, l'amendement AC501 est apparu par la petite porte, c'est ça qui a créé le souci, parce qu'on était dans une démarche constructive avec le ministère, de dialogue, de confiance. Et le fait de présenter en commission cet amendement AC501 qui squeezait complètement... Donc qui regroupe les écoles primaires voilà. et les collèges sous un seul directeur. Ce n'était pas le contenu. Le contenu, c'était au départ la scolarisation à 3 ans et un certain nombre d'aménagements. Mais ce n'était pas une mesure phare. Elle s'est imposée par la commission. Et cette méthode-là nous a amené à réagir très fort dès le 31 janvier, où on a tout de suite alerté le ministre sur le danger que cela représente. Et on a été reçu le 1er avril par la conseillère sociale et on a été entendu puisque le 2 avril, le ministre envoyait dans toutes les écoles un courrier beaucoup plus rassurant. Et notre travail, nous, syndicalistes, avec les sénateurs, avec les députés, c'est de créer les conditions pour que ces propos soient gravés dans le marbre et qu'on puisse rentrer enfin dans un dialogue social avec de la confiance, avec des possibilités pour sortir l'école de l'impasse et des difficultés réelles, parce qu'au SNE, on ne veut pas un statu quo, on veut avancer. Mais il faut qu'on se fasse confiance. Et là, il y a eu, je pense, une erreur de méthode. Laurent Lafont, c'est le baptême du feu aussi pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Et là, c'est quand même un premier recul. Finalement, on a entendu qu'il avait commencé, il était campé sur sa position, et là, il commence un petit peu à écouter. Oui, je crois qu'il a compris d'abord qu'il y avait quand même une réaction très forte et très généralisée contre ce fameux article et qu'il fallait faire preuve d'écoute et trouver une solution. Donc effectivement, quand on a auditionné il y a quelques jours le ministre, on a senti qu'il était prêt à bouger sur cet article. L'histoire n'est pas finie. Effectivement, nous l'avons supprimé en commission. Il y aura le vote dans quelques jours ici au Sénat, et puis après, sans doute, une commission mixte paritaire. Je pense qu'il va falloir trouver un accord pour faire en sorte que la sagesse sénatoriale soit bien ce qu'il s'imposera à la fin dans le texte. Donc on va rester dans une attitude, et je crois que c'est nécessaire, par rapport au ministre, dans une attitude de dialogue. On a bien entendu l'autre jour qu'il tendait la main au Sénat. Nous avons, à travers notre décision d'avant-hier, apporté un élément de réponse. Nous allons continuer de travailler pour trouver une solution qui satisfasse le plus grand nombre. Antoine Karam, est-ce que Jean-Michel Blanquer, il s'est rendu compte que ça ne serait pas si facile que ça de réformer l'école, comme finalement beaucoup de ministres d'éducation nationale se sont un peu je me plais à dire confrontés à ce problème? Moi, j'ai enseigné pendant 40 ans de ma vie. À chaque fois qu'il y a eu une tentative de réforme de l'éducation nationale, je pense à la loi de Vaquet jusqu'à Najat Belkacem, Vallaud-Belkacem, eh bien, il y a toujours eu la rue qui a repris le dessus parce qu'il y a des incompréhensions. Et je suis d'accord avec mon ami ici présent, s'il n'y a pas de concertation à la base, on va dans le mur. Il faut de toute façon aller vers ceux qui vivent avec l'école, qu'ils soient parents, qu'ils soient syndicalistes, qu'ils soient enseignants, pour mieux comprendre un peu la réalité de l'école. Mais en fait, s'agissant de ce que vous avez dit, est-ce qu'il a reculé? Moi je connais bien Jean-Michel Blanquer, il était recteur de l'Académie de la Guyane. Il n'est ni dans l'idéologie fermée, bloquée, ni dans le sectarisme. Mais dès le départ, il a annoncé qu'il était prêt à jouer le jeu. Alors soyons patients, la semaine prochaine, nous allons trouver le juste milieu. Abdelkrim Mesbahi, il y a une première disposition qui permet de contenir ce rapprochement entre école primaire et collège, mais ça pourrait toujours être le cas dans des milieux ruraux
où finalement il y a un risque de fermeture de classes, d'écoles. Est-ce que finalement, pour empêcher ces fermetures, il ne faut pas regrouper pour conserver le minimum dans certains territoires ? Écoutez, moi je voudrais qu'on sorte de la logique comptable. Je vais parler d'un département que je connais bien, qui n'est pas dans un milieu rural, qui sont les Hauts-de-Seine. Et on nous annonce des dizaines de fermetures de classes à la rentrée 2019. Ça ne rentre pas dans le cadre de la loi Blanquer, mais c'est tous les ans comme ça. Sous prétexte qu'on divise un nombre de personnel par un nombre d'élèves et on se rapproche le plus. Sauf qu'on arrive à avoir des classes à 30, 31, 32 élèves en maternelle. Ça va être le cas encore à la rentrée 2019. C'est pour ça que ce qui nous embête dans cette loi, c'est qu'elle est montée de toutes pièces. D'ailleurs, à l'origine, M. Blanquer avait dit « je ne ferai pas de loi Blanquer ». Et du coup, il en a construit une à la va-vite et elle est arrivée avec son lot de manifestations. Vous savez, nous, on est une association avec de multiples conseils locaux. On a interrogé nos parents au plus près de leurs préoccupations, en région parisienne, mais aussi en province. Et on est sorti à la journée des présidents qu'on a eu au mois de janvier avec de multiples courriers vers les sénateurs pour les interpeller sur tel article. On a écrit à tous les sénateurs, on savait que ça repassait en commission. On se bat avec nos petites armes de bénévoles, mais pour que chaque enfant puisse avoir le droit d'avoir la meilleure éducation possible là où il est, avec ses spécificités. Il nous manque énormément de personnel pour les enfants avec un handicap. Ça aussi, c'est une grosse question. Donc si vous voulez une loi un peu fourre-tout, excusez-moi du terme, ça pose des grosses questions. On va évoquer les autres sujets de ce texte, mais une dernière question à Pierre Favre, justement sur cette possibilité dans le milieu rural de regrouper les établissements, écoles primaires et collèges, là où finalement il y a un risque de fermeture, il y a des classes uniques dans certaines villes, dans certains villages. Est-ce que là, il ne faut pas les regrouper dans un ensemble un peu plus grand ? Alors ce que vous dites, c'est typiquement la mauvaise entrée. Si il y a des accords de circonstances pour des intérêts particuliers, on sort complètement de l'idée, et je crois qu'on peut faire crédit au ministre d'avoir proposé une idée qui fasse partie d'un projet. Et nous, au SNE, on s'est bagarré pour que dans le texte final, il y ait les enseignants, le conseil d'école qui soit partie prenante. Parce qu'il y a ici ou là, évidemment, des situations au cours desquelles des collègues parfaitement informés, parfaitement associés, pourront trouver un intérêt. Mais certainement pas un intérêt provisoire ici ou là d'une fermeture, d'une ouverture, mais simplement l'idée d'un projet. Je voudrais juste attirer votre attention, paradoxalement, sur le produit de cette crise sur les établissements publics savoirs fondamentaux. Paradoxalement, cette crise a révélé l'attachement à la figure du directeur d'école. C'est quelque chose qu'au SNE, on défend depuis des années. On souhaite qu'on trouve les conditions pour que ce métier soit reconnu et qu'un certain nombre de prérogatives puissent être confiées aux directeurs qui font le travail sur le terrain avec des moyens de bout de chandelle. Et cet attachement viscéral au directeur qui vient de l'Association des maires ruraux, qui vient de l'Association des maires de France, qui vient des fédérations de parents, qui vient des syndicats, nous donne un très bon espoir d'aboutir à quelque chose. Et je fais confiance à la sagesse des sénateurs pour construire avec un ministre qui est pragmatique. Nous, au SNE, on est un syndicat apolitique, on regarde concrètement les choses. Pour l'instant, on a un ministre qui a accepté de revenir sur les 4 jours et demi imposés. C'était une bonne chose, qui a installé dans le marbre les fondamentaux, ce qui est une bonne chose. On veut croire qu'on continuera à avancer avec ce ministre. Pierre Favre, on a entendu votre message sur finalement l'attachement aux directeurs d'école. Il y a un autre attachement, c'est ce aux maires. Et les maires, ils ont des inquiétudes sur ce texte également, Laurent Lafont, avec la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans. Finalement, est-ce qu'on peut actuellement accueillir tous les enfants à partir de 3 ans ? Oui, on les accueille déjà très largement, puisqu'il y a plus de 98% des enfants de 3 ans Donc qui sont... Donc il y avait besoin de cette obligation à 3 ans ? C'est la question. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de le mettre dans la loi ou de travailler plus spécifiquement sur les territoires où nous sommes loin des 98% ? Je pense en particulier, mais Antoine Karam en parlera bien sûr mieux que moi, à la Guyane et à Mayotte. Sur le reste du territoire national, on est très proche des 100%. Fallait-il le mettre dans la loi ? C'est une question qu'on peut se poser. D'un autre côté, puisqu'on y était, ce n'était pas non plus une difficulté. Par contre, la difficulté que ça crée au niveau des communes, c'est une distorsion sur la question du financement de ces écoles, puisque un certain nombre
de communes finançaient déjà les écoles privées, les écoles maternelles privées sous contrat, et d'autres ne le faisaient pas encore. Et la loi, dans sa version, en tout cas celle issue de l'Assemblée nationale, a prévu de compenser financièrement celles qui ne le faisaient pas, au détriment, bien entendu, de celles qui le faisaient déjà. Il y a une distorsion qui nous paraît déséquilibrée et pas très saine entre les communes. Pour vous, l'État doit financer les communes pour qu'elles financent elles-mêmes ? Absolument, il faut qu'il y ait de l'équité entre l'ensemble des communes. Que ça soit pour on parle bien pour les écoles privées. Oui. Privées sous contrat, bien entendu. Antoine Karam, on a commencé à évoquer la scolarisation à partir de 3 ans. La Guyane est un des départements français où il y a le moins de scolarisation, entre 3 et 6 ans. Justement, est-ce qu'il y avait besoin pour votre territoire de l'inscrire dans la loi ? Il fallait non seulement l'inscrire dans la loi, mais j'ai fait passer un amendement qui a été adopté à l'unanimité pour que l'État puisse financer à 100% ces constructions scolaires pour les enfants de 3 ans, puisqu'il y a encore, si en France hexagonale, c'est 98% d'enfants scolarisés, à Mayotte et en Guyane, c'est moins de 80%. Donc il y a des enfants qui restent sur le bord de la route et qui souvent ne trouvent même pas de place, alors que l'école est obligatoire jusqu'à maintenant, à partir des préparatoires. Donc, on a fait passer un amendement, l'État va financer, et surtout sur les normes. Parce qu'il faut savoir que si le projet de loi passe à l'Assemblée nationale en seconde lecture, dès la rentrée de 2019, il faudra appliquer la loi. Sauf qu'en Guyane et à Mayotte, nous serons dans l'impossibilité de construire en quelques mois des écoles pour accueillir des enfants. Il faut des locaux et il faut du personnel également. Il faut des locaux, il faut du personnel, il faut changer aussi les normes, notamment en matière de construction, sur les appels d'offres et tout, réduire les temps. Il y a des projets qui existent déjà, il n'y a qu'à les dupliquer et nous serons en mesure de répondre à la population parce qu'il y aura de très forts besoins dans les semaines qui viennent. Mais vous croyez une mise en œuvre possible dès la rentrée de septembre ? Non, nous on a demandé une dérogation, alors ça sera vu en séance, pour que ça soit adapté à partir de 2020 chez nous et à Mayotte. Abdelkrim Mesbahi, est-ce qu'il y a une crainte sur ces financements ? Finalement, on entend qu'il y aurait peut-être moins d'enseignants, mais qu'il faudrait finalement gérer plus d'élèves. Non, mais on marche un peu sur la tête sur ce type de financement des écoles privées. Je veux dire, aujourd'hui, on va encore remettre sur les communes un certain nombre de choses. On voit bien sur la réforme des 4 jours et demi dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était aussi lâcher vers les communes cette réforme des 4 jours et demi, comme ça, le 28 juin, un décret qui tombe, et laisser les communes, ceux qui ont de l'argent... Vous parlez de la réforme des rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires. Ceux qui avaient de l'argent, qui avaient une politique éducative réelle, et ça a très bien marché. Pour les autres, ça a été une vraie calamité, une vraie catastrophe. Et ça va être exactement la même chose. Pourquoi on irait financer les écoles privées sous contrat, alors qu'on a encore des besoins énormes en termes d'adultes dans les établissements scolaires, quel que soit le niveau, que ce soit dans les établissements publics. Publics, oui. On a déjà on a besoin d'adultes dans les écoles. Il y a eu beaucoup de violences en décembre dernier dans le second degré. Si on avait eu des médiateurs en nombre suffisant, si on avait eu des endroits où les jeunes pouvaient se réunir pour parler, etc., on n'aurait pas eu... Il y a une démultiplication aujourd'hui de conseils de discipline. Pourquoi ? Parce qu'on a des jeunes qui sont très mal encadrés et tout ne doit pas venir de l'éducation nationale, je suis bien d'accord. Mais il y a un manque de moyens humains qu'il faut que l'État comble. Pierre Favre, sur cette question des financements, qu'on puisse financer plus largement les écoles privées sous contrat, finalement ça va forcément peser sur le reste ? Non, mais je crois que le débat n'est pas là. C'est une question de droit élémentaire. À partir du moment où l'obligation est inscrite dans la loi, les conséquences sont prévues depuis toujours. Il n'y a pas de décision du ministre en l'espèce. C'est simplement le respect de la loi. Non, ce qui est très paradoxal, c'est que cette réforme aurait dû passer comme une lettre à la poste. Je crois que tous les syndicats étaient favorables à une scolarisation obligatoire à 3 ans, qui était d'autant plus facile qu'on y était. Ce qui est en revanche difficile, me semble-t-il, c'est de penser que l'obligation va entraîner que ces 26 000 élèves du jour au lendemain vont venir à l'école. Je ne le crois pas du tout. Nous croyons que sur les 26 000 élèves, il y a 26 000 cas différents. Il y a des choix de famille sur des jardins d'enfants parce qu'ils veulent préserver du collectif pendant la première année. Ça peut s'entendre avec un contrôle de l'État. On peut entendre aussi certaines cultures où une maman semble déchoir en abandonnant son enfant de 3 ans à la collectivité et ne pourrait pas se regarder en face. Je pense qu'il serait sage de faire, je dirais, un certain assouplissement au moins la première année pour amener les familles à rencontrer, à apprivoiser, à se faire confiance et à donner l'envie d'école. Je pars d'un principe assez simple philosophiquement, c'est tout ce qui est contraint
perd la valeur. Quand on oblige à quelque chose, c'est qu'on part du principe qu'elle n'est pas désirable. Je crois que l'école maternelle est très désirable, surtout en France. C'est une réussite française. La rendre obligatoire, je pense qu'elle peut quelque part enlever cet attrait qu'elle a naturellement. Et je pense que ces 26 000 enfants, malgré toute la volonté et toutes les injonctions, on n'ira pas envoyer des gendarmes amener les enfants à l'école. Donc il y a un travail de lien, il y a une volonté qui est partagée d'amener tous les enfants de 3 ans à être scolarisés, mais ça doit se faire tranquillement, dans le respect de l'enfant, dans le respect des cultures familiales, pour que l'école soit toujours cette institution, ce creuset qui fait envie et dans lequel tout le monde veut se retrouver. Laurent Lafont, vous partagez ce besoin d'aménager, finalement, de ne pas imposer à la va-vite, septembre prochain, allez, tout le monde, 100% des enfants à 3 ans doivent être scolarisés? Je partage l'idée de travailler plus spécifiquement sur les 26 000 cas. Voilà, effectivement, on en a déjà identifié un certain nombre. Vous parliez des jardins d'enfants. Effectivement, ils sont dans les 26 000. Il y a à peu près 10 000 enfants, je crois, qui sont concernés. Bon, là aussi, lors de la commission d'avant-hier, nous avons passé un amendement pour sécuriser ces jardins d'enfants qui, normalement, fait disparaître dans le texte d'origine. Donc là, on les a sécurisés pour permettre aux familles qui font le choix des jardins d'enfants de continuer de mettre leur enfant. Bien entendu, il faut qu'il y ait un contrôle pédagogique qui soit effectué, puisque ils rentrent dans un cadre scolaire désormais, mais sous ces réserves-là, il faut leur permettre. Le reste, on est sur des zones du territoire où il y a des problématiques spécifiques. La Guyane, Mayotte, peut-être certaines zones. Chez nous, ça n'existe pas, les jardins d'enfants. Non, je ne parle pas des jardins d'enfants, mais de manière plus générale, les enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Et là, effectivement, il faut un travail, j'allais dire, du sur-mesure pour bien identifier les problèmes, trouver des solutions comme l'allègement des normes en Guyane, par exemple, qui a été voté également par la Commission. Ça me paraît aller dans le bon sens. Pierre Fabre, on a entendu que vous étiez plutôt satisfait de la décision du Sénat sur le fait de préserver la séparation entre école primaire et collège. En revanche, il y a une autre décision du Sénat qui doit un peu moins vous satisfaire, c'est le fait qu'il y ait l'autorité des directeurs d'école sur les autres enseignants. On sait que dans le corps enseignant, c'est une mesure qui risque d'avoir du mal à passer. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le sénateur Gros-Perrin qui a proposé que le directeur ait un statut hiérarchique et puisse noter ses collègues. Alors, je vous le dis très tranquillement, aucun directeur ne réclame de noter ses collègues. Et ce serait les mettre dans une situation extrêmement délicate. Ce que réclament les directeurs, c'est d'avoir une autorité fonctionnelle qui leur permette de recadrer, de gérer. On imagine au SNE une chose toute simple sur le décret de 89, d'inscrire que, par exemple, aucun conflit né à l'école ne sera traité par l'inspecteur sans que le directeur en ait été informé. Histoire que le directeur ait un certain nombre de prérogatives et je dirais une personnalité morale ou juridique suffisante pour pouvoir assumer un certain nombre de régulations, mais je crois qu'il est dans l'esprit d'aucun directeur de noter ses collègues et ça les mettrait dans une situation très délicate. Et pour être tout à fait complet, je ne crois pas que le système du secondaire avec un principal qui note ses collègues soit un exemple. D'ailleurs, on aurait cette prérogative que ça ne changerait rien. Tout ça, c'est de l'humain, il faut se donner le temps. Il faut qu'on ait par contre au niveau de la direction une reconnaissance et un cadre sécurisant pour les collègues qui sont sur ces missions. Laurent Lafont, sur cette question des directeurs d'école supérieurs hiérarchiques des autres enseignants? C'est un sujet, la question du directeur d'école. Vous disiez tout à l'heure dans votre propos que peut-être un des avantages des discussions ces dernières semaines avait été de reconnaître davantage encore qu'il ne l'était le rôle du directeur d'école. Je crois que là-dessus, il y a une unanimité. J'ai été élu local, maire pendant un certain nombre d'années. Je sais le rôle que tient un directeur ou une directrice d'école pour le bon fonctionnement de l'établissement et puis aussi le lien avec les parents, avec les élus locaux, etc. Donc notre idée est d'essayer de renforcer ce rôle du directeur, de le sécuriser d'une certaine manière. Après, on sent bien effectivement, sur ce sujet qui est un vieux sujet, c'est pas une question nouvelle, c'est une question assez ancienne, il y a effectivement une difficulté d'avancer. Je pense que c'est par le dialogue, par la recherche de solutions qu'on y arrivera. Nous avons posé un jalon. Encore une fois, le processus législatif n'est pas terminé, il va y avoir des étapes. Donc on verra comment cet amendement de la Commission évolue dans le temps et notamment en commission mixte paritaire. Abdelkrim Esbahi, sur ce sujet, très rapidement, les directeurs supérieurs hiérarchiques, ça va poser un problème? Écoutez, on a toujours pris l'habitude de ne pas nous immiscer dans cette... Pour vous, les parents d'élèves, finalement, peu importe, c'est plus les enseignants que ça risque de fâcher. Il faudrait qu'il y ait un statut.
qui accompagne. On a entendu, on finira là-dessus, un véritable statut pour les directeurs d'école. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Delphine Girard pour l'émission On va plus loin. Excellente suite des programmes sur Public Sénat.